Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, go ahead, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 435 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour le débrief de la 3e semaine de la saison NFL 2021. À mes côtés, pour parler de tout ça, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Lucas Vola est également là. Bonjour Lucas. Salut tout le monde, salut messieurs. Première des choses, Alain, comment vont les jambes? Et ça tire au niveau des quadriceps et des ischio-jambiers et les orteils sont dans un état lamentable. Voilà, qu'on voulait entendre. Je pense qu'il va me falloir 2 semaines pour remarcher à peu près normalement. Voilà, donc je le dis à ceux qui n'ont peut-être pas vu sur les réseaux sociaux, Lucas me pose gentiment la question parce que je suis très fier de moi et que j'ai fini un marathon dimanche et que c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu dans le fauteuil. Mais en effet, ça inclut son petit lot de douleurs résiduelles, dira-t-on. Donc voilà, on fait aller, mais je suis content de ne pas porter de chaussures au moment où on enregistre cette émission parce que j'ai beau être matinal, j'ai mal, comme dirait l'autre. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. Nous avons un nouveau partenaire dans l'émission et nous sommes très heureux de l'accueillir pour tout ce qui est sportswear, les vêtements, les sneakers, les accessoires des plus grandes marques, mais aussi les maillots NFL, des casquettes NFL aussi. C'est chez JD Sport que ça se passe, notre nouveau partenaire que vous retrouvez donc sur jdsports.fr. Les Rams qui s'offrent les Buccaneers, les Chiefs derniers de leur division, Pittsburgh et Seattle en galère, c'est le programme de ce débrief. Il y a plein de choses à voir et c'est parti. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Alors, ce que j'ai oublié de dire à Lucas quand il me demandait comment j'allais et que j'aurais dû commencer par préciser, c'est que je crois surtout que la course a eu raison de mes défenses immunitaires, donc je m'excuse d'avance aux auditeurs. Je dis ça parce que je voudrais m'excuser si j'ai la voix qui racle un petit peu par moment. Je sens le début de rhume qui arrive. Rams 34, Buccaneers 24. 5 équipes sont à 3 victoires et 0 défaites après 3 matchs. Cardinals, Panthers, Broncos, Raiders, Rams. On va en parler de tous évidemment. Mais messieurs, est-ce que les Rams sont les plus impressionnants dans ce lot d'équipes invaincues? Raphaël. Ils sont pas loin de l'être parce que c'est peut-être la plus complète, enfin celle qui sur le papier paraît la plus complète parmi les équipes invaincues à l'heure actuelle. On a une attaque on y reviendra plus en détail, mais qui a pris j'allais dire en volume, mais qui a augmenté son niveau avec l'arrivée de Matthew Stafford. Et on a une défense qui, pour le moment, n'a pas encore particulièrement baissé de rythme par rapport à l'an dernier, où c'était la meilleure défense de la Ligue en termes de yards accordés, de points encaissés. Ils avaient un peu surpris tout le monde en étant classés aussi haut. Malgré le départ de leur coordinateur défensif, pour le moment, ils arrivent à se maintenir à ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire que pour le moment, c'est tout bon du côté des Rams, quoi. Lucas, est-ce que tu les mettrais numéro 1 de ton Power Ranking, par exemple, puisque tu es le responsable Power Ranking du site? Ah oui. Raphaël disait, ils sont pas loin de l'être. Je vais être un petit peu plus direct. En tout cas, pour ma part, ils le sont incontestablement. Ils viennent de battre quand même les champions en titre. Une équipe qui avait plus perdu depuis 10 matchs, je crois. Je crois que leur dernière défaite remontait à novembre dernier. C'est dire à quel point c'est dur de battre les Buccaneers quand même. Et puis, ils le font de manière convaincante des deux côtés du terrain, Raph l'a dit. Donc, pour moi, oui, ils sont premiers. En tout cas, ils seront premiers mercredi. Alors, est-ce qu'on a déjà vu un quarterback mieux tomber pour une équipe que Matthew Stafford qui tombe aux Rams cette année? 9 touchdowns d'une... Pardon, Tom Brady, du coup. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a un gros concurrent avec Tom Brady l'an dernier. Mais on va dire que Tom Brady était free agent en plus. Mais c'est vrai que c'était aussi une équipe, Tampa, qu'on disait être un bon quarterback de la gagne. Stafford, c'est 9 touchdowns d'une interception en 3 matchs, 129,8 d'évaluation. Il est 2e de la ligue derrière seulement Russell Wilson.
il tombe quand même merveilleusement bien quoi, pour cette équipe des Rams. J'avais l'impression 2 ans qu'ils calaient plus ou moins sur une sorte de plateau avec Jared Goff. Ils avaient atteint le Super Bowl, ils étaient bons, mais ils n'arrivaient plus vraiment à tenir le rythme des ténors de la ligue. Et puis là, Stafford, ça fait quand même une énorme différence, Raphaël. Oui, oui, ça fait une énorme différence, on l'a déjà dit, mais ne serait-ce parce qu'il a cette capacité à jouer dans la verticalité et jouer en profondeur, ce que n'avait pas Jared Goff. On l'a vu sur ce match d'ailleurs avec des passes pour le revenant DeSean Jackson qui a plusieurs fois grillé la couverture adverse en profondeur. Alors, il a été raté une fois par Stafford, mais sur 2 ou 3 tentatives, ça fait mouche. Donc voilà, il apporte autre chose. Il apporte aussi, je trouve, plus de sérénité dans la poche. Parce que sa ligne offensive le protège très bien. Depuis le début de saison, il y a quand même une très bonne ligne offensive des Rams. Et ça était aussi une des clés du match parce que la ligne offensive des Rams n'a pas pris de pression de la ligne défensive adverse et notamment a très bien bloqué Ndamukong Kongsu et Vita Vea. Et on sait que les Buccaneers aiment bien mettre la pression depuis l'intérieur de la ligne, ce qu'ils n'ont pas du tout pu faire sur ce match. Mais cette ligne offensive, finalement, c'était aussi plus ou moins la même l'an dernier pour Jared Goff. Et Jared Goff n'arrivait pas à en bénéficier de la même manière. Donc, je pense qu'il y a aussi la capacité de Matthew Stafford à bonifier tout ça. Et il y a une dynamique qui est en train de se créer. Enfin, il y a qu'à voir comment Sean McVay en fait les éloges, tout ça. Il y a clairement tout se déroule bien pour le moment. Est-ce que ça se déroule pas trop bien trop tôt? C'est une autre question. La saison est longue, mais en tout cas, bon. Et même Sonny Mitchell là, est sorti de sa boîte avec une prestation que j'ai trouvé plutôt convaincante de sa part. Donc non, tout est ouvert. Écoute, hein. Lucas, tout est ouvert. Oui, vraiment tout est ouvert. Okay. Raph s'est attelé à parler de cette attaque. Moi, je vais me concentrer peut-être plus sur la défense, qui est quand même, il le disait, qui est quand même toujours aussi forte, qui est incroyable, avec des joueurs, des stars. Il y a Aaron Donald, on en parle très souvent, mais je me suis concentré sur Jalen Ramsey. En tout cas, il m'a sauté aux yeux en fait pendant ce match. Il est cornerback. Généralement, les cornerbacks, quand on les voit pas, c'est bon signe. Et quand on les voit pas du tout, c'est voire même très bon signe parce que ça veut dire qu'ils sont pas très ciblés. Jalen Ramsey, on le voit partout. J'ai l'impression que c'est même plus un cornerback, c'est un homme à tout faire. Il est là dans le jeu au sol, il blitz beaucoup. Il finit avec 8 plaquages. C'est le 2e meilleur plaqueur du match derrière Kenny Young, je crois. C'est incroyable. Et il est tout le temps là. Et vraiment, c'est vraiment un joueur qui fait vraiment beaucoup de bien à une défense, que ce soit dans la couverture, dans le leadership. Vraiment, il m'a sauté aux yeux et je voulais le noter parce qu'on parle beaucoup d'Aaron Donald, on parle souvent de Jalen Ramsey, mais là, je voulais vraiment en parler. Alors, moi, je voulais revenir vers toi, Raphaël, parce que tu faisais partie de mémoire de ceux qui n'étaient pas convaincus par la hype Rams en pré-saison. Non, et effectivement, je n'étais pas convaincu, plus parce que j'attendais de voir déjà comment prend la greffe Stafford. Voilà. Alors, pour le coup, là où j'étais le moins convaincu, en fait, c'était pour la défense. L'an dernier, je pensais sincèrement qu'ils étaient en sur-régime défensif parce que, au-delà, comme on l'a dit, des 2 stars Donald Ramsey, sur le papier, les autres joueurs ne sont pas des top talents, c'est pas des noms clinquants, et ils perdaient leur coordinateur défensif. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais quand même, et on le voit, il y a pas mal d'études, de papiers qui montrent que les défenses ont quand même du mal à se maintenir d'une année sur l'autre au top. C'est quand même très dur pour les défenses de rester tout le temps au top niveau sur plusieurs années. Donc, du coup, je m'attendais à une baisse défensive et sans savoir ce que l'attaque allait vraiment donner. Bon, la baisse défensive n'arrive pas et l'attaque est meilleure. Donc, tant mieux, ça pouvait arriver, c'était un scénario clairement possible, mais c'est vrai que j'attendais de voir, tant mieux pour eux. Et effectivement, comme Lucas le disait, il y a un Ramsey là qui sur ce match met 3 pressions sur Tom Brady, donc qui en plus augmente sa palette tactique, j'ai envie de dire, technique. Il y a aussi au poste de linebacker, on a quand même l'émergence de Kenny Young, pareil, et c'est cette capacité peut-être, c'est ce qui fait la force des Rams depuis 2 saisons en défense, c'est finalement cette capacité à faire émerger des joueurs qu'on n'attend pas trop et qui prennent le niveau. Et là, l'an dernier, c'était le cornerback Darius Williams. Cette année, c'est Kenny Young qui se révèle au poste de linebacker. Voilà, ils arrivent à faire émerger des talents, donc tant mieux. Et ils sont en train de progressivement devenir les favoris NFC. Alors, les Buccaneers étaient quand même sur une série de 10 victoires. A priori, on ne s'inquiète pas pour l'attaque. Tom Brady à 41 sur 55, 432 yards, un touchdown, pas d'interception. Bon, il n'y a pas de jeu au sol. Est-ce que ça, c'est vraiment un signe Alors, c'est sûr que dans n'importe quelle équipe, quand Tom Brady est ton meilleur coureur, c'est le signe que ton jeu au sol ne va pas très bien. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude, Lucas ?
Je ne sais pas si c'est un motif d'inquiétude. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une attaque équilibrée. Maintenant, on le sait, il y a Tom Brady, il y a une attaque aérienne qui est incroyable. Il y a des running backs qui, quand même, sont efficaces au sol. On a vu un peu plus dans les airs, pardon. On a vu Giovanni Bernard, on l'a un peu plus vu que les 2 semaines précédentes, qui est pas mal dans ce registre, un peu à l'image d'un James White quand Tom Brady était à New England. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il faudrait un petit peu plus de jeu au sol pour au moins mettre les défenses sur le reculoir ou du moins les faire réfléchir. Après, je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec un jeu au sol de la sorte. Maintenant, c'est la défense qu'il va falloir, qui est un peu plus inquiétante ou si ce n'est inquiétante, qui leur permet pas de gagner ce match, par exemple. Sean Murphy-Bunting blessé, Jamal Dean qui sort. Alors apparemment, ce ne sera pas une blessure trop longue, mais il y a quand même un problème de couverture aérienne a priori. Au moment où on se parle, au moment où on enregistre, ils sont en train de tester Richard Sherman. Alors peut-être qu'il aura signé au moment où vous écoutez l'émission, mais voilà, là c'est l'info qu'on a. Raphaël, est-ce que d'après toi, ça vaut le coup d'aller chercher un Richard Sherman en fin de carrière, a priori quand même, parce qu'il y a un vrai problème? Alors, je pense que ça peut toujours être intéressant d'aller chercher un Richard Sherman parce que c'est un cornerback qui, par son intelligence de jeu, à mon avis, même en fin de carrière, il ne sera plus opposé à un receveur numéro 1, ça ne sera pas son rôle, mais il peut apporter quelque chose. Et on l'a vu, il avait fait des belles saisons à San Francisco, alors que déjà certains le pensaient cramé. Donc, je pense qu'il peut apporter, même en termes d'expérience. Bon, pas de souci là-dessus. Par contre, je ne suis pas sûr que, in fine, autant ça va avoir de l'apport en termes de profondeur, tout ça, mais je ne pense pas que ce soit le principal problème de la défense. Enfin, ça ne va pas résoudre le problème tout seul dans le sens où cette couverture aérienne, pour être efficace, a besoin du pass rush. Et là, sur ce match-là, on a un pass rush de Tampa Bay complètement annihilé. Et ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, ce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir depuis pas mal de temps, et c'est ce qui avait fait la différence, quand même, la capacité de Todd Bowles à créer du pass rush avec son front seven. Là, ça n'a pas été le cas sur ce match, et du coup, la couverture aérienne comment dire, est en difficulté. Et si tu rajoutes Sherman à ça, je ne suis pas sûr que ça change drastiquement la chose tant que ton pass rush sans Jason Pierre-Paul blessé, si Vita Vea est bloqué au centre, je ne suis pas sûr que ça change drastiquement la qualité de la couverture aérienne, quoi. Oui, tu l'as dit, Jason Pierre-Paul n'était pas là, mais c'est vrai que c'est la pire équipe de la NFL sur les sacs avec seulement 3 sacs après 3 matchs. Il n'y a personne qui fait pire, hein. Les Jaguars ont 4, les Chiefs ont 4, ils sont vraiment bons derniers. Donc en effet, il y a un problème défensif à surveiller du côté de Tampa. On va quand même pas dire qu'il y a le feu au lac, hein. Ça reste l'équipe championne en titre avec des tonnes de qualité. Et Tom Brady, ils joueront les Patriots pour essayer de se relancer dans un match évidemment qui fera beaucoup parler la semaine prochaine. C'est la fête des équipes de Los Angeles, messieurs, parce que le match suivant, c'est les Chiefs contre les Chargers avec une victoire encore une fois de Los Angeles, 30-24. Les Chiefs sont derniers de leur division. Je ne cache pas que c'était assez étrange à rentrer dans le tableau des classements du site. Une victoire de défaite, c'était quand même pas franchement le scénario attendu en début de saison. Est-ce que cette équipe n'a plus du tout de marge à cause de sa défense, Lucas? Plus du tout, je ne sais pas. Ils ont quand même Patrick Mahomes, Kelsey Hill, on ne va pas les citer encore une fois, mais c'est vrai que la marge se réduit et cette attaque est du coup obligée désormais de faire vraiment le match parfait. Elle le fait souvent, elle l'a souvent fait, mais il est arrivé des moments où elle ne le faisait pas et elle gagnait quand même parce que l'attaque était tellement forte et la défense arrivait à couvrir quelques-unes des rares erreurs de l'attaque que ça passait. Désormais, c'est vrai que cette défense, elle est en difficulté. On parlait de pression sur le quarterback pour les Buccaneers. Du côté des Chiefs aussi, c'est très compliqué. La ligne offensive des Chargers, ça a vraiment dominé les Chiefs. Et du coup, pareil, ça expose le backfield défensif. Ils prennent beaucoup de points. Et derrière, alors oui, Patrick Mahomes, il va être capable de gagner ses matchs 8 fois sur 10. Mais parfois, l'équipe va faire des turnovers. Là, ils se sont vraiment tirés une balle dans le pied. 4 pertes de balles. Ça amène un résultat de la sorte. Ça amène une équipe en face qui peut gagner le match dans les derniers instants. Et quand tout se passe bien, pour l'équipe adverse, ils peuvent perdre le match là où ils semblaient parfois, dans les années précédentes, invincibles. Raphaël, il y a 4 ballons perdus dans ce match. Je crois que c'est Eric Bieniemy qui dit qu'ils perdent le match là-dessus. Donc pour toi, c'est quoi? C'est plus ça? C'est plus la défense? Parce que c'est vrai qu'il y a des stats inquiétantes, hein. Seulement 4 sacs, donc ils sont avant-derniers juste devant les Buccaneers. Et puis 6 turnovers, 6 ballons perdus en tout cas sur la saison. Il n'y a que les Jets, Jaguars et Titans qui font pire.
Oui, effectivement, ils ont ce problème sur le pass rush où en dehors de Chris Jones, le reste ne répond pas, et notamment Frank Clark, qui pourtant a un gros contrat et est censé amener cette deuxième menace sur le pass rush, ils n'y arrivent pas. Donc la défense leur joue des tours, c'est certain, et forcément, cette attaque aurait besoin et prendrait volontiers, à mon avis, le fait de pouvoir se reposer sur la défense de temps en temps pour pas avoir à tout le temps forcer, à tout le temps marquer la trentaine de points pour essayer de l'emporter, ça me paraît évident. Après, quand tu parles de marge, effectivement, en termes de bilan, ils sont à une victoire de défaite, donc c'est qu'ils ont plus tant de marge que ça. Maintenant, je modérerai un peu aussi dans le sens qu'il reste encore 14 matchs. La balance peut vite tourner dans l'autre sens. Et surtout, quoi qu'on en dise, malgré 4 pertes de balles, ils sont à 6 points de la victoire. Enfin, malgré 4 pertes de balles, quelle équipe NFL, en perdant 4 ballons, peut. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en NFL qui, en perdant 4 ballons en attaque, ont la possibilité de toujours gagner le match à la fin ou d'être à 6 points de l'adversaire in fine. Alors après, on peut aussi dire que c'est la faute des Chargers qui ne gèrent pas forcément tout bien, etc. Ça va aussi dans les deux sens. Mais bon, à titre personnel, il va en falloir quand même encore plus pour que je me dise, OK, les Chiefs là sont au fond du trou, ils n'arriveront pas à se relever. Oui, il n'y a pas encore péril en la demeure non plus. Et ceci étant dit, il faut quand même mettre les Chargers à l'honneur. 4 passes de touchdown pour Justin Herbert, dont le touchdown de la gagne à 37 secondes de la fin. Je vais revenir vers toi, Raphaël, parce que tes réactions m'ont interpellé cette semaine. Alors, je t'ai revenu sur la hype Rams, mais j'ai vu sur Twitter un message disant que tu tombais amoureux de Brandon Staley. Alors, c'est parce qu'il joue des 4e et 9 en fin de match, c'est ça? Ouais, bah, oui, non, mais c'est un peu ça. Ça fait tellement d'années qu'à ce micro, et des fois, on tombe sur les coachs un peu trop frileux que là, Brandon Staley qui pourra aller gagner le match parce que je pense que c'est aussi face aux Chiefs. Alors, il n'a pas confiance en son kicker et je pense qu'il a raison de ne pas avoir confiance en son kicker. Personne ne va lui en vouloir de ça. Mais justement, plutôt que de certains coachs de jouer la sécurité en se disant, bon, quand même, un field goal, c'est plus risqué parce que si on ne réussit pas la 4e, on rend la balle aux Chiefs, blablabla. Lui, il est parti dans l'état d'esprit de il faut gagner le match. Pour gagner le match, il faut marquer un touchdown et il joue cette 4e et 4. À la base, c'est une 4e et 4. Il y a un false start. Donc, en plus, il passe en 4 et 9. Et malgré ça, il reste convaincu qu'il faut aller la jouer. Il en parle à Justin Herbert sur le banc. On y va pas. Il y va. Et je trouve que ça fait du bien de voir des coachs qui notamment face aux Chiefs, se disent que les Chiefs, tu peux pas leur rendre la balle, en fait. Donc, il faut y aller, il faut tenter des trucs. Et c'est comme ça que tu les bats. Et ça lui a donné raison. Alors, je sais que tout le monde n'a pas été fan de sa gestion sur la fin du chrono parce qu'il rend la balle enfin, il tente des passes plutôt que de tenter des courses pour faire baisser le chrono et s'adjuger vraiment la victoire. Bon, encore une fois, moi, je ne vois pas de problème à ce que le coach donne le ballon à Justin Herbert, qui est son meilleur joueur. Enfin, pour moi, il y a un moment, le football, c'est aussi donner le ballon à ton meilleur joueur. Et je comprends que tu le donnes dans les mains de Justin Herbert plutôt que sur les pieds du kicker. Donc, moi, Brandon Staley, pour le moment, ce qu'il fait et ce qu'il apporte aux Chargers, je commence à trouver ça très, très bien. Surtout quand on parle de cette 4e et 9, il en joue une autre au tout début du 4e quart-temps. On a senti que c'était vraiment dans son état d'esprit. Alors peut-être parce que c'était les Chiefs, mais c'était vraiment dans son état d'esprit. On veut jouer agressif et je ne peux être que d'accord avec lui et avec toi, Raph. Bon, voilà, c'était l'examen de passage un peu indirect. On voulait voir si tu étais fan des 4e tentatives aussi. C'est bien, Lucas. Bien joué. Raphaël. Après, si on peut ajouter, c'est qu'en plus, au-delà de la mentalité qu'il apporte, je trouve qu'il est en train d'apporter aussi défensivement à cette équipe. La défense des Chiefs a l'air bien plus costaud qu'elle ne l'était l'an dernier. Chargers, tu veux dire. Oui, pardon. Chargers a l'air bien plus costaud qu'elle ne l'était l'an dernier. Alors, on a le rookie Asante Samuel qui est en train de se révéler cette saison. Pareil, il y a Adderley dans le backfield défensif qui fait des bonnes prestations. Mais en plus, il a l'air d'apporter une petite patte défensive, ce que tous les nouveaux coachs, anciennement coordinateurs, n'arrivent pas à apporter dans leurs équipes. Donc, si ça se confirme, c'est quand même les Chargers ont peut-être fait ce qui est le plus dur, c'est de trouver un coach fiable, quoi. Enfin... Oui, parce que typiquement, c'est le genre de match que les Chargers perdent ces dernières années. Oui, complètement. Et ça peut être un tournant aussi psychologiquement pour une équipe de sortir un peu d'une sorte de spirale où ils ont été pendant un moment. Ils ont un quarterback, ils ont une attaque équilibrée, ils ont une défense opportuniste et qui progresse, tu l'as dit, Raphaël. Donc, c'est vraiment une bonne équipe en construction. On parle souvent des jeunes quarterbacks mal entourés en ce moment. Pour le coup, on peut quand même dire, donc Justin Herbert est excellent sur ce match. Je ne sais plus si j'ai donné ses stats, mais donc il lance 281 yards, 4 touchdowns, aucune interception.
mais il est aussi super bien entouré, il faut le dire, parce que Mike Williams fait un très gros match, Keenan Allen est déjà là, Austin Eckler est déjà là, Lucas, il est, pour le coup, lui, il est presque, je ne vais pas dire des conditions idéales, mais aussi bonnes qu'elles peuvent être pour un très jeune joueur, quoi. Oui, il est dans de bonnes conditions, surtout si on compare à d'autres quarterbacks qui sont arrivés récemment, voire très récemment. C'est sûr que lui, il est dans de très bonnes conditions. On avait un petit doute sur la ligne offensive. En tout cas, on s'imaginait qu'elle allait progresser, mais on ne le savait pas encore tout à fait. Ce match-là le prouve, même si on l'a dit, le pass rush des Chiefs n'est pas le meilleur pass rush de la ligue. Mais voilà, de réussir à protéger Herbert. Et c'est un joueur, quand il est protégé avec les cibles qu'il a, avec le schéma de jeu offensif qu'il a, il peut faire des dégâts. Et moi, en regardant ce match, je me suis dit que Mahomes et Herbert, dans la même division, on l'espère en tout cas, mais on en a peut-être pour 10 ans. Des matchs comme ça pour 10 ans, au moins 2 fois par an, moi, je signe tout de suite. Raphaël, je suppose que tu signes aussi. Jusqu'où ils peuvent aller, ces Chargers? C'est des vrais prétendants au playoff, là, en état Je pense que oui, avec cette équipe en playoff, je pense qu'effectivement, ils peuvent y prétendre. Quand tu vois qu'il y a peut-être d'autres équipes, style Dolphins, Steelers, qu'on pensait prétendantes, pour qui ça va peut-être être plus compliqué que prévu, Colts aussi. Enfin voilà, il y a des places à aller chercher. Et comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc, au-delà d'un manque d'expérience, au final, que ce soit du quarterback ou du coach qui pourrait coûter peut-être en fin de saison, sur le papier, ils ont de quoi aller chercher une place en playoff. Ouais. Eh ben, on y vient justement aux Steelers, 10, Bengals 24. Est-ce que c'est l'heure de sonner l'alarme pour les Steelers? Ou alors est-ce qu'on avait déjà sonné l'alarme en parlant de la ligne en long, en large et en travers dans les previews et que tout se confirme et qu'en fait c'était juste le match contre les Bills qui était une anomalie? Je suppose qu'on est un peu entre les deux, mais c'est vrai que ces failles des Steelers commencent à ressortir avec en plus un Ben Roethlisberger qui a l'air quand même de souffrir. Il est blessé aux pectoraux. Et il a l'air d'être en grande souffrance derrière une ligne qui ne le protège pas. Et lui a l'air d'avoir un peu quand même passé ses meilleures années, Lucas. En tout cas, si l'alarme n'est pas tirée, il va falloir la tirer en effet parce que bon, il y a cette défense qui ne tient pas trop le choc, mais il y a pas mal de blessés. Je ne vais pas en tenir compte sur cette semaine parce que pour moi, la défense, c'est une des rares certitudes. Mais c'est vrai que c'est à l'image un petit peu à l'inverse des Chiefs. Si cette défense n'est pas incroyable, ils n'auront jamais de chance de gagner un match parce que, tu l'as dit, cette attaque, la ligne offensive, on en a beaucoup parlé. La semaine dernière, on parlait de Big Ben, on disait attention, est-ce que ça n'a pas commencé à être réellement un déclin? Alors oui, il est un petit peu touché, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas rassurant. Et du coup, ça se complique vraiment pour les Steelers dans cette saison. Va falloir vraiment sonner la tirette d'alarme, pardon, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'imagination en attaque. En tout cas, il y a une ligne offensive qui bouge beaucoup de choses, notamment le jeu de course. Najee Harris, peut-être qu'on va en parler, mais il est en grande difficulté. Non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un grand manque d'imagination, il y a un manque de jeu explosif, il y a en plus des blessés un petit peu. C'est vraiment pas... l'avenir de l'attaque des Steelers, c'est pas reluisante. Raphaël, tu avais une stat assez dingue, je crois, sur Najee Harris, non? Je ne sais pas si tu l'as Oui, toujours. effectivement. Donc, sur le match là, face aux Bengals, il est touché avant la ligne de scrimmage ou au niveau de la ligne de scrimmage sur 70% de ses portées. Donc, il a à peine le temps de recevoir le ballon qu'en fait, il a déjà un défenseur adverse sur lui. Donc, c'est vrai que là, tout autant talentueux que ce jeune rookie peut être, bon, bah, si sur 7 portées sur 10, tu as déjà un mec qui arrive alors que tu as à peine le cuir dans les mains, je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire de plus ce jour-là. Donc, comme le dit Lucas, l'alarme est à tirer. On en avait déjà un peu parlé, tu l'as dit en intersaison. On avait peur que ça ne tienne pas. Le premier match nous a un peu trompé et au final, on se retrouve avec ce qu'on pensait, une ligne offensive catastrophique. Et ça en devient absurde parce que Ben Roethlisberger, sur ce match, il a un temps de lancer en moyenne après snap de 2,20 secondes. C'est un des plus faibles de la ligue. Et il est obligé de lancer tout de suite, en fait. Et le problème, c'est qu'à un moment, tes receveurs, tu ne peux pas avoir que des DeAndre Hopkins ou des Davante Adams qui se sont libérés en bout de 2 secondes. Et même eux n'ont pas toujours 2 secondes pour se libérer du marquage sur eux. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc là, pour Pittsburgh, à mon sens, c'est simple, c'est soit ils trouvent une solution en urgence sur le marché avec des vétérans, ils essayent de rafistoler en se disant on a encore une chance, soit bah, la saison est, à mon sens, soit la saison peut déjà pas loin d'être bazardée. Si tu fais rien sur la ligne offensive, je vois pas ce qu'ils peuvent attendre en fait. À part les 7 ans qui passent. Lucas, pareil, tirait jusque-là parce que c'est vrai que, pour revenir moi, sur Roethlisberger, 3 touchdowns, 3 interceptions en 3 matchs. Comme dit Raphaël, il a 2 secondes pour lancer. Il a déjà une blessure au pectoraux. Quand on a cet âge-là et qu'on est blessé en début de saison, en général, ça va rarement en s'arrangeant.
On voit rarement des quarterbacks vétérans guérir en cours d'année miraculeusement. Est-ce que ça sent déjà la saison perdue? Perdu, je sais pas, parce qu'il y a cette défense. Il y a quand même cette Hmm. défense. Le match face aux Bills, c'est peut-être une anomalie, mais c'est peut-être le seul match où la défense entière était présente. Hmm. Et la semaine d'après, TJ Watt s'est blessé. Il n'a pas fait tout le match. Et cette semaine-là, il y a énormément de blessures. TJ Watt qui n'est pas là. Sur la ligne, il y a Tuit, je crois, qui est blessé. Alu qui n'est pas là. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont blessés. Donc, cette défense, elle peut les maintenir dans le match, même avec une attaque comme celle-ci. Donc, je ne sais pas si c'est à bazarder, mais c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Ils ont 2 blessés en plus, je crois, sur la ligne offensive. C'est peut-être le moment de trouver d'autres personnes. En tout cas, il va falloir, comme le disait Raph, rafistoler. Parce que c'est vrai que la ligne, c'est compliqué. Alors, Big Ben, il a toujours eu la tendance à lancer le ballon vite. Après, c'est qui de la poule ou de l'œuf? Est-ce que c'est parce qu'il a toujours eu des lignes offensives compliquées qu'il a appris à lancer vite ou l'inverse? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, ça aide pas. Il y a peu de yards par jeu. Je crois que tous les joueurs de la ligne offensive ont pris au moins un flag sur ce match, ce qui rend la chose très compliquée. Je crois qu'il y a eu 10 pénalités, il y en a au moins 5 pour la ligne offensive. Donc voilà, c'est bien le signe que c'est une des grandes faiblesses de cette attaque. Maintenant, est-ce que la défense peut revenir à son niveau et essayer de les porter? En tout cas, ils sont plus ne serait-ce que parmi les outsiders pour moi. Alors les Bengals, eux, quand même, ça fait 2 victoires et 1 défaite. C'est une petite surprise. Ils n'ont pas énormément forcé du coup. Joe Burrow n'a lancé que 18 passes. Ils ont été très efficaces, 2 sur 2 dans la zone rouge. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce qu'ils profitaient d'une équipe en difficulté? Parce qu'encore une fois, il y a quand même 2 victoires en 3 matchs, Raphaël. Un peu des deux. Je pense que l'attaque menée par Joe Burrow bénéficie quand même des absences d'en face. Donc, ça te laisse un peu plus le temps de développer ton jeu quand tu n'as pas TJ Watt, etc. en face. Donc, forcément, ça les a aidés. Maintenant, quand même, ce qui est indéniable, c'est que ce soit dans les 3 matchs, et même si le dernier match, Joe Burrow a pu être en difficulté, je trouve quand même que c'est un quarterback qui élève le niveau de son équipe. Je trouve qu'il y a une différence vraiment avec l'an dernier par rapport au match qu'il a raté. Il a un groupe de receveurs jeunes et intéressants. Il a une ligne offensive où le rookie, dont le nom là m'échappe, mais qui a fait un de ses premiers matchs, Jackson Carman, s'est montré plutôt à l'aise sur ce match. Donc, enfin, il y a de la jeunesse, ça progresse. Je ne suis pas encore totalement convaincu par Zach Taylor. Je pense que là, il bénéficie d'une situation en face où. Mais bon, c'est des victoires bonnes à prendre et la connexion Bureau-Chase est quand même plutôt plaisante à regarder et fonctionne. Et ben, la connexion chaise-bureau fonctionne toujours. Voilà, donc je me disais bien que quelqu'un allait rebondir dessus. Ah, Donc quand voilà, même. non, mais c'est une équipe surprenante. Moi, je pensais qu'ils seraient plus en difficulté que ça, donc tant mieux. Maintenant, je pense que attention au bilan après 3 matchs un peu trompe-l'œil et je pense Oui. pas qu'on puisse en faire des prétendants en play-off ou quoi que ce soit, tu vois. Non, on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est une bonne surprise et au moins ça montre une progression. Lucas, est-ce que tu es d'accord au niveau de la progression de cette équipe avec un Ja'Marr Chase notamment, on savait que Joe Burrow avait montré quand même des choses l'an dernier. Ja'Marr Chase, il avait été très, j'allais dire mauvais, mais en tout cas, il a eu une pré-saison compliquée. Là, il montre que c'est un bon receveur de premier tour. Oui, c'est un très bon receveur de premier tour qui s'entend très bien avec son quarterback, qu'il connaît très bien. Et il montre aussi que la pré-saison, ça veut strictement rien dire, en grande partie en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que les Bengals, ils ont dominé les deux lignes de chaque côté du ballon. C'est bon signe pour eux, ça veut dire qu'ils progressent, comme vous le disiez. Et ça veut dire aussi qu'ils ont envie de progresser, qu'ils ont du caractère. Ça a bien fonctionné. Voilà, il y a peut-être des matchs où ça fonctionnera moins, mais en tout cas là, ça a bien fonctionné. Et Joe Burrow, c'est vrai qu'il avait montré l'année dernière, mais quand il a du temps, il prouve que ça peut être un très bon quarterback. On termine ces affiches de la semaine avec les Vikings 30, Seahawks 17. C'est une des surprises de cette 3e semaine. Les Vikings débloquent leur compteur contre Seattle. Excellent cœur Cousins, 30 sur 38, 323 yards, 3 touchdowns, 140 yards au sol pour Minnesota sans Dalvin Cook. C'est un triomphe de l'attaque des Vikings ou c'est le naufrage de la défense de Seattle? Parce qu'il va falloir en parler. Cette défense de Seattle a quand même de très, 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 très gros problèmes. Allez, moi, je vais prendre le contre-pied. Dans ces cas-là, je suis totalement d'accord avec vous sur la défense de Seattle, mais j'ai envie un petit peu de m'atteler sur l'attaque des Vikings. Allez, vas-y, soyons positifs. Parce que c'est quand même un très grand match et ça fait plusieurs semaines. La semaine dernière, on disait on va essayer de ne pas analyser ce match à l'orée du résultat parce qu'ils avaient perdu sur un field goal manqué. Et on disait que leur attaque avait fait un super match. Et le résultat n'était pas là, mais on disait qu'à 0-2,
C'était mal payé pour les Vikings. Sur ce match, ils prouvent que certes, en face, l'équipe a beaucoup de trous, mais ils prouvent qu'ils vont être solides cette année. Ils vont avoir une attaque explosive, même sans Dalvin Cook, qu'on pensait être le meilleur joueur de cette attaque, voire le meilleur joueur de cette équipe. Et malgré ça, avec une ligne offensive efficace, avec un Kirk Cousins qui est très bon, un duo Adam Thielen, Justin Jefferson qui est quand même incroyable. Ça va être fun à voir jouer, en tout cas, les Vikings, du moins en attaque. Raphaël, du coup, on va partir sur les Vikings d'abord. Et aussi par cette prestation. Oui. Après, pour le coup, l'attaque de Minnesota m'a jamais fait. J'ai jamais eu trop de doutes sur eux. L'an dernier, il y avait quand même des skill players dans tous les sens et ils avaient été plombés par la défense. Cette année, sur les premiers matchs, je trouve que c'était aussi la défense quand même qui les avait pas trop aidés. Donc, je ne suis pas surpris par ce rendement offensif de Minnesota avec Kirk Cousins à ses limites, mais c'est un franchise quarterback. Thielen, Jefferson, c'est quand même du haut niveau en termes de duo. Et le jeu au sol marche. La bonne nouvelle, quand même, c'est que je trouve leur ligne offensive a bien progressé par rapport à l'an dernier. Il y a quand même à ce niveau-là, c'est peut-être la différence pour moi première en attaque. Je trouve avec Brian O'Neill, qui a été leur tackle, qui a été notamment excellent sur ce match. Donc, bon, c'est de bon augure. Maintenant, défensivement, je demande encore la confirmation parce qu'en première mi-temps, ils sont quand même bien en difficulté défensivement. Ils resserrent bien en deuxième. Mais si on veut que Minnesota soit prétendant à quelque chose cette saison, il faut que la défense se confirme, à mon sens. Ça va rester la variable d'ajustement de toute façon pour les Violets. Donc, parlons quand même un peu de cette défense parce que Seattle gagne 389 yards en attaque, ne perd pas de ballon. Donc, il n'y a pas énormément de choses à se reprocher. Alors que de l'autre côté, par exemple, Kirk Cousins n'est sous pression sur aucun des touchdowns qu'il lance. Trey Flowers et DJ Reed sont dépassés. Et si je sonne la sonnette d'alarme sur cette défense, c'est parce qu'ils jouent quand même les 49ers et les Rams dans les 2 semaines à venir. Donc, c'est une équipe qui a une victoire de défaite et qui pourrait très bien se retrouver à 1-4. Quoi. Ça peut aller vite, non, avec cette défense, Lucas ? Alors oui, j'aimerais juste dire une chose. Les précédentes saisons nous ont montré que ces matchs entre divisions de la NFC West, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique. À chaque fois qu'il y a une équipe qui est un petit peu en dedans, j'ai l'impression qu'elle va battre l'équipe qui est un peu mieux. Les 49ers, quand ils étaient à la rue, ils arrivaient à battre les Seahawks qui étaient au top. Enfin bref, donc c'est vrai que le calendrier vu comme ça peut être très compliqué. Maintenant, c'est pour moi des matchs qui peuvent être à 50-50. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, la défense est très compliquée parce qu'ils prennent beaucoup de points. Pour moi, la clé de ce match a été les troisièmes tentatives. Ils prennent un 9 sur 14 en troisième tentative. C'est difficile. Si on n'est pas bon sur les troisièmes tentatives, par définition, on ne récupère pas le ballon. Et quand on voit aussi que l'attaque, il y a une mi-temps pour cette attaque à chaque fois qui passe complètement à travers, il marque 0 points dimanche, c'est vrai que cette défense-là, elle va être en difficulté souvent. Oui, la défense, effectivement, et reste le problème numéro 1 pour Seattle. Sur les 2 premiers matchs, ils avaient eu l'avantage d'avoir un peu de pass rush, ce qu'ils n'ont pas du tout eu sur ce match-là. Donc, forcément, ça aide encore moins leur backfield défensif, qui est le problème numéro 1, parce que ils n'ont juste pas de cornerback au niveau actuellement. Enfin, Trey Flowers, quand tu regardes ses stats sur ce match, il est ciblé 7 fois et il accorde 7 réceptions pour 78 yards, et sur les 7 réceptions accordées, il y en a 4 qui deviennent des first down. Donc il y a un moment, quand ton cornerback numéro 1 se fait trouer de la sorte et qu'en plus tu n'as pas de pass rush ce jour-là, défensivement face à une équipe, on l'a dit, de Minnesota qui a autant de skill players, ça passe pas. Et moi, je pensais, sincèrement, avant le début de saison, je pensais que leur défense pourrait faire mieux que l'an dernier. C'est pas encore le cas. Donc, c'est inquiétant pour eux. Parce que si l'attaque n'arrive pas à surperformer ou à être à très haut régime, c'est clairement pas la défense qui va aller chercher des matchs. Donc, ça complique les choses. Et là, je pense que va falloir y venir, et peut-être dans un autre débat du jeudi, dans une émission du jeudi, mais peut-être que Pete Carroll et son staff commencent à avoir fait un peu leur temps du côté de Seattle. Donc je pense que dans un premier temps, le fusible, ça va être le coordinateur défensif Ken Norton, qui va être le premier fusible, mais bon, il faudra regarder peut-être un peu plus loin, quoi. Non, c'est sûr que ça va être un problème qui a commencé à se poser. En tout cas, 2 semaines de tous les dangers qui commencent pour Seattle. Il va vraiment falloir s'accrocher.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Plein d'autres choses dans les matchs de la semaine. Là, on va baisser un petit peu. Plein d'autres choses dans les matchs de la semaine, messieurs. Et on commence par le match entre les 49ers et les Packers. 30-28 pour les Packers. C'était à San Francisco, enfin à Santa Clara. Match gagné à la dernière seconde pour Green Bay. Les Packers ont mis la pression sur le quarterback adverse. Leur attaque a répondu présent. Est-ce que tout va bien à nouveau? Est-ce qu'on oublie tout, cette vilaine première semaine? Tout ça, Lucas. On va commencer à l'oublier. Ça fait 2 semaines que cette équipe fait un grand match, notamment en attaque. J'ai milité pour que ce match soit dans les affiches de la semaine. Ça n'a pas passé le cut, mais en tout cas, c'était un très bon match. On essaie de faire tourner les équipes. Je comprends. Non, mais je comprends. Je dis ça en rigolant, mais c'était pour insister sur le fait que c'était quand même un bon match. J'ai pris du plaisir à regarder ce match, et surtout, j'ai pris du plaisir à regarder Aaron Rodgers et Davante Adams. Leur connexion, elle est incroyable. C'est vraiment pour moi la meilleure connexion quarterback-receveur de la ligue. L'alchimie qu'ils ont tous les deux. Rodgers, il est capable de lancer le ballon exactement où Adams va l'attendre. C'est très beau à voir, et c'est surtout hyper efficace. Il y a des lancers que Rodgers fait dans ce match qui sont dignes du MVP qu'il était l'année dernière et dignes d'un des meilleurs quarterbacks de tous les temps, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis qu'on commence à oublier un petit peu ce premier match, parce qu'on lui était tombé dessus, et moi le premier. Là, il commence à faire mentir tout le monde. En plus, l'une des critiques qu'il y avait sur lui, c'est qu'il n'était pas vraiment dedans. En tout cas, il ne semblait pas vraiment dedans. Là, c'est totalement l'inverse. Il semble extrêmement dedans. On a vu des vidéos, et si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller les voir, où il réagit au field goal de la gagne. Voilà, je pense qu'il est vraiment dedans. Ça y est, il est rentré dans sa saison, et ça fait très mal aux défenses adverses. Raphaël, c'est bon, on oublie tout, on est reparti, tout va bien. Ça dépend comment on regarde les choses. On oublie tout dans le sens, les Packers ne sont pas aussi mauvais qu'en semaine 1. Oui, on oublie ça, mais on n'y croyait pas tellement non plus que ça allait faire 17 matchs comme ça. On les avait quand même parmi les favoris de la NFC, donc voilà. Après, si je reste bon match, pas de problème, mais si je reste pessimiste, enfin, pour aller contrecarrer un peu le coup, moi je trouve que certains des points faibles annoncés sont toujours là, et il n'y a pas d'amélioration dessus. Il y a un left tackle sans Bakhtiari qui inquiète. Il y a des linebackers qui ont du mal à couvrir la passe. Et il y a un cornerback numéro 2. Donc là, ils ont enlevé Kevin King pour mettre le rookie Eric Stokes, qui a pris cher toute la soirée. Donc, les quelques points d'inquiétude qu'on avait des Packers pour une équipe qui visait le titre sont toujours là. Donc, on va attendre de voir si ça change. Mais oui, c'est mieux que la première semaine. Mais en même temps, comment il pouvait en être autrement, j'ai envie de dire. Enfin, je pense que personne n'a vraiment cru que Green Bay ferait 17 matchs aussi mauvais que face aux Saints. Donc, oui. A priori, ça devait aller. Est-ce que le fait du match chez les 49ers, c'est pas que la pénurie de coureurs commence à se faire sentir? On a beaucoup dit que on pouvait mettre n'importe qui, il courait, on pouvait mettre n'importe qui. Là, ça fait 3,2 yards par course. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de mal au sol sur ce match. Oui. J'ai eu du mal à trouver la raison de cette défaite du côté des 49ers. Je trouve pas qu'ils font. Je trouve pas qu'ils font un mauvais match. Je sais pas, tu vas peut-être parler du quarterback. Je sais pas. Je vais te laisser en parler, mais je les trouve pas à la rue en fait. Ils tombent contre une très bonne équipe de la NFC, une équipe qui est parmi les favoris, on l'a dit, et ils sont pas à la rue. La preuve, ils sont sur le point de gagner, ou en tout cas, ils sont pas loin de le gagner jusqu'au dernier moment. Donc oui, il y a des choses à améliorer. C'est pas une équipe qui est parfaite, mais voilà, notamment le jeu de course, peut-être le quarterback, mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas tirer trop de conclusions de ce match pour les 49ers. D'accord. Raphaël, ça t'inquiète pas trop non plus alors? Non, ça m'inquiète pas sur le niveau global des 49ers, parce qu'effectivement, comme Lucas le dit, ils sont dans un match, ils sont pas loin de le gagner face à une des très bonnes équipes de la NFC. Donc voilà, ils n'ont pas le visage de l'an dernier à cause de toutes ces blessures. Maintenant, quand Lucas dit qu'il voit pas pourquoi les 49ers ne gagnent pas ce match, pour moi, elle est simple. La réponse, c'est Jimmy Garoppolo. Enfin, il imite offensivement cette équipe. Pour moi, c'est le Jared Goff, de San Francisco. C'est la nouvelle échelle d'Alex Smith. Il imite le playbook de cette équipe. Il fait pas de lancer clutch. Il est pas loin de perdre 3 fois le ballon sur ce match.
voilà, je pense que, désolé, mais je pense que tu mets Stafford chez les 49ers, et ben c'est pareil, ça part dans l'autre sens. Donc voilà, maintenant la question pour Kyle Shanahan, c'est à partir de quand Trey Lance sera prêt pour remplacer Garoppolo et essayer de donner une autre dimension à cette équipe, j'en sais rien, je ne le connais pas, Kyle Shanahan décidera. Mais pour moi, je suis désolé, avec Garoppolo, cette équipe sera limitée. Donc, il faudra un ensemble de circonstances absolument parfaites pour que les 49ers puissent retourner au Super Bowl avec Garoppolo. On termine sur ce match parce qu'on en a encore beaucoup derrière. Lucas, est-ce que Garoppolo est la nouvelle échelle d'Alex Smith? Est-ce que c'est le nouveau Jared Goff? Je sais pas. C'est difficile à dire. J'ai pas envie de devenir le défenseur de Garoppolo parce que je suis dans une position où je vais être obligé de le défendre et j'entends bien que c'est un quarterback limité. C'est sûr que c'est pas Stafford, clairement. Maintenant, oui, il lance une interception. Je trouve que c'est Alexander qui fait aussi une superbe action sur le coup, mais oui, c'est une interception. Oui, il y a un fumble. Maintenant, j'ai du mal à répondre à cette question. C'est pas Stafford. Je suis pas sûr que ça soit Goff non plus. Il a quand même amené cette équipe au Super. Il est en tout cas allé au Super Bowl avec cette équipe. Je suis Comme pas Jared Goff avec les Rams. Ouais, il y a des similitudes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai pas envie d'en dire trop parce qu'après on va imaginer que je vois Jimmy G comme le sauveur, en tout cas un quarterback de rêve. Ça ne l'est pas, mais voilà. Je suis pas sûr non plus que Trey Lance soit la solution. Pareil que Rav, je le connais pas, mais quand on voit les quarterbacks rookies qui arrivent et même si là, il serait dans une très bonne situation, je ne sais pas si ça serait la solution. Donc, bon, on verra. Je suis pas forcément. Je trouve pas forcément que tu es tort, mais je ne suis pas sûr que tu aies raison. Allez, Jaguars 19, Cardinals 31. Les Cardinals ont été menés de 9 points. Ils s'imposent finalement de 12. C'était une des pires équipes de la Ligue en face. Mais est-ce que ça ne montre pas aussi que leur attaque peut les garder dans les matchs, qu'ils ont franchi un cap? Je crois que c'est Kyler Murray qui disait qu'ils auraient perdu ce match d'ailleurs il y a 2 ans. On a des Cardinals maintenant qui agissent entre guillemets en patron, c'est-à-dire qu'ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner, même quand ils sont menés, Raphaël. Oui, je pense que c'est vraiment le truc à retenir plus que les prestations individuelles des joueurs d'Arizona. C'est la victoire de ce match après avoir été mené et notamment après ce coup de pied retourné pour 109 yards de la part des Jaguars qui aurait pu changer le cours du match. Effectivement, quand ça arrive, je me dis, ah, ça y est, Cliff Kingsbury retombe dans ses bêtises et ils vont perdre des matchs tout faits. Ça va les empêcher d'aller en playoff plus tard dans la saison. Bon, bah là, ils ont retourné la balance, ils ont retourné la table, comme disent les Américains. Donc, tant mieux. Je pense qu'effectivement, c'est le truc à retenir. Mais après, ça va demander à confirmer ce fait d'être sérieux et constant. Donc, voilà. Lucas, convaincu par les Cardinals qui gagnent ce qu'ils ont à gagner? Oui, convaincu. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Raph. Moi, la stat qui m'a plu, c'est que DeAndre Hopkins fait que 21 yards et pourtant, il y a quand même plus de 300 yards à la passe du côté de Kyler Murray. Ça prouve que, à l'inverse peut-être de l'année dernière, c'est plus seulement Hopkins dans les airs. Voilà, il y a AJ Green, il y a d'autres, il y a Kirk, il y a d'autres joueurs et c'est très bon signe avec un Kyler Murray toujours aussi bon, même s'il a encore envoyé une interception totalement horrible comme chaque semaine. Mais voilà, le jour où il éliminera ça sera peut-être le MVP de la Ligue. Et AJ Green qui fait son premier match à plus de 100 yards avec Arizona, si je ne dis pas de bêtises. On ne va pas épiloguer sur les Jaguars qui sont évidemment en grande difficulté. Il y a 2 interceptions de plus pour Trevor Lawrence, ça en fait 7 en 3 matchs. En un mot, est-ce qu'on s'inquiète ou pas? Mais c'est difficile aussi dans ces conditions-là, quoi. Je trouve que ça a été mieux que la semaine dernière. Trevor Lawrence envoie un super touchdown pour DJ Shark. C'est de bon augure, c'est un petit peu mieux. Après, il fait toujours des erreurs, il envoie beaucoup d'interceptions. Il est en passe pour envoyer 40 interceptions. Je regardais le record d'interceptions, c'est Peyton Manning en 98, toujours 28. Ouais. Voilà, c'est quand même de bon augure. On se dit qu'on peut envoyer un record d'interceptions sur son année rookie et devenir Hall of Famer. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux. Ils évitent la dernière place du Power Ranking. Et encore une fois, cette semaine, on parlait de la première. Spoil pas tout. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de suspense. Spoil pas tout. Allez, 41-21 pour les Cowboys face aux Eagles. Dallas en mode rouleau compresseur. 160 yards au sol. Leur jeu de course revient sur les 2 derniers matchs. C'est peut-être ça aussi qu'il faut en retenir. Ça va être dur de les stopper. Là, ils sont clairement favoris de leur division maintenant, Raphaël. Et avec un jeu au sol en plus. Ça fait du bien. Comme tu dis, ils sont clairement favoris de leur division. Il y a ce jeu au sol, ce duo. Moi, j'insiste sur le côté duo Elliott-Pollard parce que ça permet. Alors, c'était peut-être un peu un des défauts des dernières saisons, c'est d'avoir mis toute la charge de travail au sol sur Elliott et du coup de l'avoir trop fatigué. Là, il peut vraiment alterner avec Pollard et ça réussit plutôt bien.
Les cibles sont là. Dak Prescott est bien revenu de sa blessure. La ligne offensive, malgré des absences comme celle du grandissime Lael Collins, escroc Lael Collins, fait peut-être un peu de mal, mais malgré tout, ils s'en sortent. Donc défensivement, c'est bien. Et puis quand même, la vraie différence avec l'an dernier, c'est cette défense. Dan Quinn est en train de se refaire une réputation parce que c'est une défense beaucoup plus opportuniste, beaucoup plus solide, beaucoup plus agressive. On a Diggs, leur jeune défenseur, qu'on est à 3 interceptions, une interception par match. C'est quand même... Il y a toujours des trucs un peu bizarres de la part de Mike McCarthy, mais bon, je crois qu'il est comme ça et ça ne changera plus. De toute façon, ça ne changera pas. Oui, ça... Donc voilà, il faut plus l'espérer. Donc je te rejoins. Dallas est en train de s'imposer comme favori de sa division. Et des deux côtés du terrain, je trouve qu'ils sont aussi convaincants en défense. Il ne faut pas le négliger, à mon sens. Lucas, c'est plus la défense que le jeu au sol, alors finalement, le bon point. Les deux, c'est vrai que sur ce match, après, c'était Hurts en face, c'était les Eagles en face. C'est pas forcément peut-être la meilleure opposition qu'ils vont avoir, mais en tout cas, c'est solide. Micah Parsons s'impose comme vraiment un très bon joueur et peut-être déjà un des favoris pour le rookie défensif de l'année. C'est vrai que cette défense, elle est solide. Voilà, elle prend quand même un petit peu de points, un peu de yards, mais elle est opportuniste. Elle est bien meilleure que l'année dernière. En tout cas, elle a progressé. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis après, le jeu au sol, Raph l'a dit, Elliott a un peu moins de charge de travail. Je pense qu'en plus, l'arrivée de Pollard l'a un petit peu régénéré, en tout cas dans le mental. Avec la concurrence, on a vu cette citation qu'il a fait la semaine dernière. Elle n'a pas paru extrêmement ravie d'avoir Pollard, mais c'est peut-être justement ça qui fait qu'il essaye d'être encore meilleur et c'est de bonne augure pour les Cowboys, même si McCarthy, encore une fois, en fin de première mi-temps, moi j'en reviens toujours pas. Je lui étais tombé dessus la semaine dernière. Je veux pas avoir une tête de Turc, mais pour moi c'est terrible et ça peut leur jouer des tours en playoff. Jalen Hurts a dit que c'est pour lui la défaite. Alors, il est gentil parce que bon, il y a 2 interceptions, mais les 12 pénalités et l'absence d'appel de jeu au sol, c'est pas vraiment de sa faute. Non, clairement, il est gentil et c'est bien. Ça montre que c'est un leader. Hein. Je trouve qu'il prenne la responsabilité comme ça. C'est de bon augure, en tout cas sur son aspect mental pour la suite. Mais comme tu dis, 12 pénalités, une ligne offensive, mais aux abois complets avec un Andrew Dillard, mais catastrophique. Enfin, il y avait presque chaque... Franchement, si les arbitres étaient méchants, ils n'étaient pas loin de le sanctionner sur chacun de ses snaps. Donc voilà. Et comme tu dis, quelques doutes au sujet de Nick Sirianni, leur nouveau coach. Ça fait que 3 matchs, on va lui laisser le temps. Mais alors, depuis 2 semaines, cette absence de jeu au sol, et pourtant, je ne suis pas le défenseur du jeu au sol. Mais enfin, quand tu as un quarterback en 2e année, quand tu as quand même un duo de coureurs avec notamment Miles Sanders intéressant, l'oublier à ce point-là. Enfin, c'est même pas je donne la balle à mes coureurs, ça marche pas et j'arrête en cours de match parce que ça marche pas là. C'est genre juste je ne leur donne pas la balle. Donc oui, c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde prend son grade et va vite falloir changer la mentalité quand même du côté de Philadelphie. Bon, on va passer au match entre les Bills et Washington, 43-21 pour les Bills. Là encore, une large défaite pour une équipe de NFC Est. Où est passée cette défense de Washington ? J'avais pas signé pour ça en les sélectionnant dans mon équipe fantasy, je vais vous dire. 481 yards encaissés sur ce match. Ils sont avant-dernier de la ligue sur les yards encaissés après 3 matchs. Chase Young qui n'a pas d'impact, seulement 6 à 3 rencontres. Ça devait être leur point fort et c'est une déroute. Parce que là, en plus, Tyler Heinicke n'est pas affreux, mais il ne peut pas aller en coller 45 à la défense de Buffalo. Donc, qu'est-ce qui se passe, Lucas, avec cette défense ? On s'est trompé. Ils étaient premiers du power ranking des défenses avant la saison. Power ranking que j'avais magnifique. Ah, c'était le tien. Voilà. Je me rappelais plus de l'auteur. Écoute, il n'y a pas de souci. Tu me jettes sous le bus, comme on parlait d'expression américaine, anglaise. Non, mais j'allais faire mon mea culpa justement parce que vraiment, j'allais le dire, je les ai mis premiers du power ranking. Je me suis trompé sur toute la ligne, du moins sur ces 3 premières semaines, et je suis pas sûr que ça puisse aller en s'arrangeant. Je suis pas sûr que ça soit comme ça toute l'année, mais ils reviendront pas comme il était l'année dernière. On est peut-être typiquement dans ce que disait Raphaël en début de podcast, d'une défense qui malheureusement a du mal à enchaîner d'une année sur l'autre. Et voilà, Washington, quand ils n'ont pas cette défense-là, ça devient une équipe moyenne, voire mauvaise. Raphaël, il y a un espoir pour toi Non, mais moi je faisais partie de ceux qui croyaient pas en Washington avant le début de saison, donc je vais pas te dire qu'après ces 3 matchs, là, je vais pas te dire que ça va changer ma vision de l'équipe pour le coup. C'est sûr. Attaque limitée, on le savait, il fallait que la défense surperforme ou reperforme très bien, c'est pas le cas. C'est raté. Le front seven est décevant et le backfield défensif en dehors de William Jackson est pas du tout rassurant, donc tant pis pour ma fantaisie, quoi. Ouais, voilà. Les défenses, ça va, ça se change plus facilement. C'est par rapport au match-up. Tu parles, ils étaient en négatif de 4 points. Ils m'ont fait perdre 4 points cette semaine. Il faut changer, quoi. Alors après, j'ai perdu de 40 ou 50 points cette semaine. Donc, ce n'était pas les 4 points qui m'ont fait défaut.
Ouais, je vais voir ce qui reste dans la ligue du coup. Josh Allen, justement, 358 yards, 4 touchdowns. On avait dit déjà que la défense avait été bonne dans les premières semaines. Josh Allen, lui, a enfin été bon, très bon aussi. Est-ce que sa saison est lancée ou est-ce qu'on attend de voir une semaine de plus vu que forcément, il y avait une défense qui est à la ramasse en face? Je vais faire mon deuxième mea culpa, hein. C'est mon match, hein. Ça fait 3 semaines que je disais que je ne croyais pas forcément à Josh Allen. J'attendais une confirmation. Alors oui, on l'a dit, la défense en face, c'est pas forcément incroyable, mais il fait un match de dingue. Il fait un très bon match, un leader qui, voilà, il trouve ses receveurs, Sanders. Il est un tout petit peu encore, pas encore parfaitement réglé avec Stefon Diggs, mais je doute que ça continue encore très longtemps. À mon avis, ils vont vite se régler vu ce qu'on a vu l'année dernière. Avec cette attaque-là qui revient comme celle de l'année dernière et la défense qui est encore meilleure que celle de l'année dernière, ça va devenir très solide. On parlait des Chiefs en tout début de podcast. Voilà, est-ce que c'est pas l'équipe la plus complète de l'AFC? Est-ce qu'elle n'est pas là? Peut-être. Ouais, je vois que Raphaël est presque prêt à aller là. Ça peut, oui, ça peut, clairement. On passe au Texans, 9, Panthers 24. Lucas, t'en as pas mal parlé dans le fauteuil. On va aller vite sur celui-là. Ça fait 3 victoires, 0 défaites pour les Panthers. Bon match de Sam Darnold avec 304 yards. Sans Christian McCaffrey. Alors, blessure musculaire, apparemment, il en a pour quelques semaines. Il n'ira pas sur la liste des blessés, donc ce serait moins de 3 semaines. Raphaël, donc toi qui n'as pas eu l'occasion de réagir sur ce match sur nos antennes, Sam Darnold, on commence à y croire. On en parlera plus dans l'émission de jeudi, hein, mais est-ce que tu commences toi à y croire? Non, mais D'accord. par contre, petit mea culpa aussi, hein. Je pensais que les Panthers seraient plus en difficulté que ça cette saison. J'attends de voir, hein. Le calendrier jusque-là n'a pas été si affreux que ça. J'attends de voir. Je pense que l'absence de McCaffrey va être le vrai révélateur pour Sam Darnold. Enfin, on a vu déjà au cours de ce match que les séries sans McCaffrey étaient beaucoup moins vertueuses, je vais dire ça comme ça, vertueuses en termes de yards. Même si sur la fin de match, ça va un petit peu mieux à ce niveau-là, mais de mémoire, sur les actions, quand McCaffrey sort, la moyenne baisse de 4-5 yards, quelque chose comme ça. Enfin, donc j'attends de voir. On va voir ce que donne cette attaque et Sam Darnold sans McCaffrey, qui est sa pièce maîtresse. Donc le révélateur est devant nous, je pense. On pourra refaire le bilan dans 3 semaines sur Sam Darnold. Juste un mot, Lucas, David Mills, qui jouait à la place de Tyrod Taylor, il n'avait pas beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de pression défensive sur lui. Compliqué pour lui. En face, il avait une bonne défense. On ne sait pas trop ce que Darnold vaut, mais on sait ce que la défense des Panthers vaut. Ça, par contre, c'est la bonne. C'est vrai que ils ont une belle défense. Donc voilà, c'était compliqué pour lui. Je pense que voilà, ça va être une saison compliquée pour les Texans. Et puis pour les Panthers, tu parlais de révélateur, ils jouent les Cowboys la semaine prochaine. Je pense que c'est typiquement le révélateur qu'on attend. C'est vrai. Titans 25, Colts 16, victoire assez tranquille des Titans, de la pression sur le quarterback adverse. Alors bon, Carson Wentz, il ne pouvait pas bouger, donc la pression, elle arrivait plus vite. Une attaque qui tient principalement sur Derrick Henry. De la pression pour la défense des Titans, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas tous les jours qu'il y a de la pression du côté de la défense des Titans, Raphaël. Oui, c'est pas tous les jours. Après, va falloir le confirmer. C'est ce qu'on attend quand même de cette escouade défensive, de multiplier les bons matchs. Donc bon, j'attends de voir s'ils sont capables de le refaire. Après, pour moi, c'est une victoire logique. On l'a vu, les Titans ont plus de garanties en attaque, en défense que les Colts. Tu l'as dit, il y a les blessures côté Colts. Il y a une équipe en plus d'Indianapolis qui, je trouve, au niveau du coaching, commence à être un peu inquiétant. Frank Reich et notamment la gestion dans la red zone adverse, avec beaucoup de passages en red zone adverse qui ne donnent pas grand-chose. Bon, voilà, c'est une bonne victoire pour Tennessee qui confirme que la division devrait être sans trop de difficultés pour eux, quoi. Oui, un peu comme les Cowboys, ils ont démarré un petit peu K1K, puis ils remettent la main un peu sur leur division en ce moment. Après, en effet, il faut le dire, hein, Carson Wentz a mal aux 2 chevilles, Quentin Nelson est encore sorti avec une entorse de la cheville, Darius Leonard a mal à la cheville. Il y a vraiment des problèmes de cheville dans l'Indiana. Je pense que les sols sont très glissants. Donc, sans jeu au sol en plus, Lucas, on dirait qu'ils ont perdu complètement cette assise solide dans les tranchées qui les avait un peu portés ces 2 dernières saisons, quoi. Clairement. Et du coup, on attendait de voir si c'était une vraie tendance qui se confirmait. Elle a l'air de se confirmer. Ça fait 3 matchs désormais. Ça va être compliqué pour eux. En plus, si Wentz a une mobilité très réduite, comme on l'a vu, si en plus ils se font prendre par le pass rush des Titans, comme tu l'as dit, c'est pas forcément le meilleur pass rush de la ligue. Ça va devenir très compliqué. Et en face, ils ont une équipe en plus qui est dans la même division qu'eux, qui semble être partie pour remporter la division quand on voit les équipes qu'il y a autour. Donc oui, pour les Colts, ça fait déjà 3 semaines. Ils sont à 0-3, mais ça paraît compliqué.
Et puis pour les Titans, AJ Brown est sorti, il sera absent aussi quelques jours, peut-être semaines à cause d'une blessure musculaire aussi. Julio Jones flambe pas encore, donc il y a encore du potentiel pour augmenter en attaque. Et puis comme l'a dit Raphaël, il faudra voir comment suit la défense. Broncos 26, Jets 0, c'est peut-être la plus inattendue des équipes à 3 victoires, aucune défaite, avec les Panthers en tout cas. Et là encore, on en parlera de ces deux équipes dans l'émission de jeudi très longuement, mais les Broncos donc, sont derrière 3 victoires, 0 défaite. Ils ont battu les Giants, les Jaguars et les Jets, donc 3 équipes qui combinent un bilan incroyable de 0 victoire pour 9 défaites. Toujours dans le même registre, c'est solide, Teddy Bridgewater ne fait pas d'erreur, la défense fait ce qu'elle a à faire. Bon, vous ne serez pas dans l'émission de jeudi, donc je peux vous demander, je serai avec Victor jeudi pour en parler, mais moi je dis rien, je me préserve pour jeudi. Mais vous, est-ce qu'on s'emballe? Est-ce que c'est solide et sans bavure? Ou est-ce que, bon voilà, ils vont peut-être prendre un petit choc quand la suite du calendrier va arriver et être plus costaud? Pour moi, c'est solide. J'en ai parlé vis-à-vis des Panthers durant le fauteuil. Commencer à 3-0, ça donne de la confiance. Peu importe contre qui on joue. Certes, ils ont joué contre des équipes à 0-9. Déjà, parmi ces 9 défaites, il y en a 3 contre les Broncos. Il faut le noter quand même. Mais voilà, pour moi, ça donne de la confiance. Bridgewater est simple, efficace. Il ne fait pas d'erreur. Je suis juste un petit peu inquiet. Déjà, ils perdent pas mal de titulaires, encore une fois. Ils perdent Hamler, ils perdent deux titulaires sur la ligne offensive. Je suis juste un peu inquiet pour Bridgewater. Je trouve qu'il prend beaucoup de coups. Il se protège pas assez. Alors, non pas que ça soit le quarterback qu'il faut absolument aux Broncos, mais il a l'air de bien s'installer dans le système. Il a l'air d'être efficace. Donc, ça serait bête de se blesser. On le sait, un petit peu fragile en plus. Donc, surtout pour des matchs comme ça qui sont déjà joués quasiment au bout de quelques minutes, de quelques quarts-temps. Je trouve qu'il devrait se protéger un petit peu plus. Raphaël, tu croyais pas trop, toi, aux Broncos? Non, mais du coup, je vais encore passer pour le sale type, mais j'y crois pas beaucoup plus. Mais comme dit Lucas, moi, je suis assez d'accord sur le côté 3-0, c'est 3-0, c'est une dynamique, c'est toujours positif. Et je suis pas sûr que ces 3 matchs-là, l'an dernier, avec Drew Lock, il les gagne, tu vois. Donc, peu importe, c'est à prendre. Et donc, ça, c'est le positif. Après, voilà, forcément, on a besoin de les voir face à plus d'adversité. Comme l'a dit Lucas, il y a quand même des blessures qui sont en train de s'accumuler. Il y a une ligne offensive qui là fait pas un si bon match que ça face aux Jets, notamment c'est Graham Glasgow qui laisse pas mal de pression passer sur Teddy Bridgewater. Bon, pour le moment tout va bien. Bridgewater est propre et perd pas de ballon et c'est la différence avec l'an dernier et Drew Lock notamment. La défense est globalement correcte, mais enfin. Bon, c'est toujours un peu ce truc, peut-être un peu tarte à la crème, mais moi j'ai toujours tendance à penser, dis-moi qui t'a battu et je te dirai qui t'es. Enfin, donc j'ai besoin moi de les voir battre une autre équipe pour me dire ok quoi. On va attendre un peu. Alors Zach Wilson, 2 interceptions de plus, seulement 162 yards en attaque, ou pour lui, je ne sais plus. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. On savait que ce serait dur. Est-ce que c'est encore pire que prévu? On parle d'une équipe qui prend 46-3 sur les premières mi-temps en cumulé sur les 3 matchs. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dans les matchs. Ils se font exploser d'entrée et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, on ne va pas disserter 10 ans parce qu'il n'y a rien, en fait. Pour moi, je vais être très simple. Je suis à 2 doigts de créer une 33e équipe dans le Power Ranking pour essayer de les mettre en dessous. Je pense qu'on va se contenter de cette analyse, Raphaël. On a à peu près tout ce qui qu'il faut. Non mais on va pas enterrer les Jets toutes les semaines. Non, et le pire, c'est que sincèrement, leur défense n'est pas si mauvaise que ça. Hein. C'est vraiment l'attaque là qui a un champ de ruines comme pas permis, quoi. Ça, c'est terrible. Raiders 31, Dolphins 28, encore quasiment 500 yards pour l'attaque des Raiders. Est-ce qu'on peut dire qu'ils gagnent quand même avec leur défense sur ce match? Parce qu'ils partent mal, mais ensuite, ils prennent pas de points sur les 2e et 3e. Il y a 3 sacs, il y a un safety assez cocasse d'ailleurs sur une passe dans la end zone. Il y a toujours de la défense du côté des Raiders. Il y a de la défense et notamment du pass rush. Et je pense que leur bon début de saison doit aussi mettre à crédit ce duo Max Crosby, Yannick Ngakoue qui est en feu tout simplement. Et notamment Max Crosby qui sort un début de saison pour un joueur de son standing, on va dire, qu'on n'attendait pas. Là, il fait encore 6 pressions sur le quarterback adverse. Bon, voilà, il est juste en feu total. Donc, et du coup, forcément, on avait beaucoup de craintes tous sur le backfield défensif des Raiders, mais quand tu as eu un pass rush qui te permet comme ça de mettre la pression sur le quarterback adverse, ça force les erreurs, ça force les lancers précipités et ça aide les cornerbacks et tes safety. Donc, comme tu le dis, ouais, je pense qu'on peut dire qu'ils le prennent défensivement, celui-là. 3-0 pour les Raiders, Lucas. Tu commences à croire à l'ensemble du groupe. Encore une fois, l'attaque, là, on en a parlé beaucoup pendant 2 semaines, mais la défense confirme toutes les semaines.
Oui, ça devient une équipe, ça devient une équipe solide. Alors forcément avec une attaque meilleure, mais voilà, si l'attaque est capable de faire de grandes choses et que la défense est capable de pas tuer cette attaque, voire même de faire un peu mieux comme ils l'ont fait, comme vous le dites, ça peut devenir une équipe très intéressante. 3-0. Alors après la division est pas évidente, mais ils gagnent ils gagnent des matchs serrés en plus, donc ça aussi ça peut donner confiance, ça peut porter cette dynamique. Donc c'est de très bon augure pour les Raiders. Ouais. Et Bon, Oui, vas-y, si je peux Raphaël. me permettre, comme Lucas dit, il gagne des matchs serrés, mais j'ai même envie de dire qu'il gagne des matchs contre des adversaires de playoffs potentiels. Ils ont Mm. battu les Ravens, les Steelers et les Dolphins. C'est C'est vrai. quand même des équipes qui prétendaient aux playoffs. Donc, en cas d'égalité face à cela, les Riders ont le tiebreaker en leur faveur. C'est pas, enfin, je trouve que c'est pas anodin d'avoir battu ces trois-là d'entrée pour le tiebreaker. Ça continue avec du lourd, hein, d'ailleurs, parce qu'ils enchaînent avec les Chargers, hein, sur la semaine prochaine. Ça va être une des belles affiches. Jacoby Brissett s'est réveillé en fin de match. Il y a une conversion sur 4e et 20 en prolongation aussi. Est-ce qu'il y a une énorme différence avec Tua Tagovailoa? On va juger là-dessus. Non, non, il n'y a pas une énorme différence. Après, tu as Tagovailoa, on s'imagine ou on espère qu'il puisse progresser et qu'il puisse être meilleur. Jacoby Brissett, je pense ça y est, on a vu son niveau et on se dit que c'est son plafond. Maintenant, à l'instant T, il n'y a pas une énorme différence. Après, ça reste des quarterbacks qui ne vont pas exploser cette attaque et du coup faire gagner cette équipe. Raphaël, Oui, non, tout pareil. pareil. Browns 26, Bears 6, seulement 47 yards pour l'attaque des Bears. Je répète, 47 yards. Je crois que c'est le plus petit total de yards offensifs qu'on ait jamais vu dans le podcast, hein. Je pense que sur un match, 47 yards, c'est un truc de dingue. Justin Fields pour sa première à la tête de l'attaque de Chicago, donc 9 sacs pour 6 passes complétées. Je répète, 9 sacs pour 6 passes complétées. Donc il a pris 3 sacs de plus que le nombre de passes complétées. Bon, on peut difficilement dire qu'Andy Dalton était moins bon, ce serait quand même de la mauvaise foi. Alors oui, la ligne a eu du mal, il y a Myles Garrett et Jadevon Clowney en face, il y a 11 pressions à eux deux, mais s'il y a 11 pressions, c'est aussi parce que Fields garde trop longtemps le ballon. Est-ce que Matt Nagy avait pas raison de le laisser sur le banc? Moi, j'ai envie de dire. Alors oui, certes, moi c'est par exemple Fields. Encore une fois, je le répète, je suis pas forcément quelqu'un qui suit assidûment la NCAA, et du coup, Fields, je le découvre au fur et à mesure de ce qu'on dit, de ce qu'on en voit. Et c'est sûr qu'au vu de ce match-là, je me dis bon, quel genre de quarterback. Maintenant, je trouve qu'il est vraiment pas aidé. Et en dehors de sa ligne offensive, des cibles qu'il a, mais par son coach. Je trouve que son coach, vraiment, il le met dans une situation. Apparemment, c'est un quarterback mobile. Je l'ai pas vu. À quel moment on le met dans une situation où il peut profiter de ses qualités, ou en tout cas avoir des choses faciles devant lui. Alors, il n'y a rien qui est facile en NFL, mais on peut créer des choses qui sont un petit peu plus faciles. Ça réussit pas, mais au moins, ça ne le met pas dans une situation où il est ridicule. Parce que là, clairement, il a été ridicule. Myles Garrett a dit lui-même, hein, d'ailleurs, qu'il s'attendait à ce que Fields bouge plus et qu'il était plutôt content d'avoir allé le chercher dans la poche. Ouais, moi je rejoins Lucas là-dessus. Il y a quand même derrière tout ça, il y a la question Matt Nagy. Enfin, Trubisky a échoué avec lui, Foles a échoué avec lui, Dalton est sur la voie d'échouer. Alors, ok, c'est pas des grands quarterbacks tout ça, mais il y a un moment, c'est un coach qui n'a jamais montré qu'il pouvait faire progresser ses quarterbacks et en tirer le meilleur. Donc, enfin, moi, si je suis Chicago, je sacrifie pas Justin Fields pour Matt Nagy. Donc, qui est un génie offensif, Matt Nagy, hein, si je dis oui, pas de oui, bêtises. non, mais sans aucun doute, Qui décide de taper un field goal en fin de match, alors que ce sont des décisions, on parlait de quatrième tentative, sont des décisions qui parfois posent question quand même. C'est pas un inédit d'ailleurs, je crois, hein, pour lui, les field goals quand tu es mené large. Non, bon, non. Il va passer des moments difficiles, à mon avis, Nagy, là, ces prochaines semaines. Mais c'est dommage parce que la défense, d'ailleurs, est pas ridicule, hein. Baker Mayfield a souvent vu la pression arriver vite sur lui. Il y a quand même des trucs. Donc oui, après, il y a un vrai problème de coach. Ouais. Mais encore une fois, bon, on peut quand même aussi dire que Dalton avait fait un meilleur match avant de sortir quand il sort la dernière fois sur blessure. Donc bon, après, c'est normal. Fields est jeune et mis dans des conditions horribles. Donc, forcément, il peut se passer qu'un désastre. Pour les Browns, on l'a dit, ils ont fait le boulot, du coup, défensivement avec ce qu'on leur a donné. Donc, ils en ont bien profité. En attaque, la nouvelle, c'est quand même le retour d'Odell Beckham. 5 réceptions, 77 yards. Jarvis Landry est sorti blessé. Odell Beckham arrive. Ça continue à tourner. C'est plutôt bien, Lucas. Oui, c'est plutôt bien, avec toujours ce duo au sol qui fait beaucoup de travail et qui, en plus, au fur et à mesure du match, est de mieux en mieux parce que commence le match, je crois qu'à la mi-temps, il y a 10-3 ou quelque chose comme ça. En tout cas, le score à la mi-temps, il n'est pas aussi large que ce que la fin nous laisse penser. Mais c'est une victoire qui s'est construite sur la durée. Et oui, Odell Beckham qui revient, ça fait du bien. L'alchimie avec Baker Mayfield est toujours aussi bonne. Elle pourrait être un petit peu mieux, mais elle est toujours aussi bonne. Donc oui, pour eux, en tout cas, ça se passe bien et ça se met en place tranquillement.
Lions 17, Ravens 19, victoire des Ravens sur un field goal de 66 yards à la dernière seconde, record NFL du field goal le plus long. Baltimore menait 13-0, puis 16-7. Leur défense a autorisé des points sur les 3 dernières offensives des Lions qui sont passées devant à 1 minute de la fin. Les Ravens vivent quand même peut-être un peu sur des exploits, non, sur leurs deux victoires. Il y a eu ce salto là, de Lamar Jackson qui va chercher un peu comme un fou en fin de match. Là, le dernier drive, c'est pareil, 2 sacs sur Jackson, 2 passes incomplètes, une passe de 36 yards pour les mettre en position, un delay of game pas sifflé qui leur permet d'avoir le field goal à 66 au lieu de 71 quand même. C'est pas une stratégie hyper tenable. Non, après, stratégie pas tenable, c'est certain, mais normalement, le match, il est dans la poche avant s'il n'y a pas ces drops immondes de Marquise Brown en end zone et ces touchdowns ratés pour. Enfin, je pense que les Ravens se sont compliqués la tâche sur ce match et que normalement, ça doit passer et le match doit être clôturé, il doit être bloqué, gagné avant ça. Donc là-dessus, je serais plus à critiquer, on va dire, la prestation d'un Marquise Brown qui, par exemple, demande à être plus ciblé, mais quand on le cible, fait des drops pareils que dire que c'est la stratégie de l'exploit. Mais... Bon, Lucas, alors, je suis un peu dur. C'est quand même une équipe solide. Oui, c'est une équipe solide. Après, il ne faut pas que ça se réitère. C'est sûr que là, voilà, il s'est passé Marquise Brown qui fait ses 2 drops. Il y en a 2 de plus. Il y a vraiment beaucoup de ballons qui doivent finir en touchdown. Et comme le dit Raph, ça doit être fini très rapidement. Et ça ne l'a pas été. Et c'est sûr que si vous me dites les Ravens sont censés gagner avec un Lamar Jackson à qui il reste plus de temps mort et qui doit lancer depuis ses 20 yards, notamment sur une 4e et 19, je me dis les Ravens sont en grande difficulté. Maintenant, ils ont réussi à gagner. Tous les matchs ne seront peut-être pas comme ça. Là, ils réussissent à gagner. Peut-être qu'en d'autres temps, ils l'auraient perdu parce qu'ils se s'étaient mis dans cette situation. Ils l'ont gagné, ils avancent en espérant que Marquise Brown ne refasse pas ce genre de choses. Un exploit, c'est une semaine. Je ne suis pas sûr que... En tout cas, ils ont une équipe solide, oui, ça c'est sûr. Les Lions tombent à 0-3, c'est quand même les anti-Jets parce que eux, ils se battent quand même dans chaque match. Ouais. Raphaël. Oui, on leur promettait un peu plus l'enfer que ça. Et c'est vrai qu'ils font une très bonne deuxième mi-temps contre les 49ers. Ils font une bonne première mi-temps contre Green Bay. Là, ils font un bon match parce qu'au final, même si on dit il y a ces drops, etc., ils prennent que 19 points de la part des Ravens. Et j'ai trouvé notamment, ils ont très bien défendu Lamar Jackson sur la course, ce que toutes les équipes n'arrivent pas à faire. Donc, ils l'ont quand même globalement pas trop mal bloqué dessus. Donc, ça progresse. Je ne suis pas forcément fan du style Dan Campbell, mais force est de constater qu'au moins pour le moment, les joueurs ont l'air de le suivre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux. Patriots 13, Saints 28, victoire défensive des Saints. Beaucoup de pression sur Mike Jones, intercepté 3 fois. On dégage des tendances au bout de 3 semaines. Grosse défense. Jameis Winston qui n'a pas à surjouer. On a la recette pour les Saints, Lucas. Oui, exactement. Semaine 1, voilà. Anti-semaine 2. Voilà, pour ceux qui ont suivi. Mais clairement, ça revient après par rapport à la semaine 1 où ils jouaient les Packers qui étaient au fond du trou, certes. Là, ils jouaient contre une opposition bien plus faible du côté des Patriots. Mac Jones est sérieux, il est appliqué, mais voilà, il lance des interceptions, même si toutes ne sont pas à mettre à son actif. Mais en face, c'était quand même compliqué. Pas de jeu au sol ou en grande difficulté. La défense n'était pas forcément à son meilleur niveau du côté des Patriots. Donc oui, les Saints ont fait un bon match. Les Patriots n'ont pas fait un très bon match. Je pense que les Saints sont ce que les Patriots aimeraient être, c'est-à-dire avec une grosse défense et avec un quarterback qui fait pas trop d'erreurs et surtout un jeu au sol comme Alvin Kamara, un joueur qui est capable de créer, de faire des jeux explosifs, ce que n'ont pas du tout les Patriots. Aucune des recrues n'est efficace. C'est compliqué pour les Patriots. Raphaël, est-ce que la ligne, je crois qu'on l'avait dit en plus dans les previews, la ligne offensive des Patriots, c'est le baromètre, parce que s'ils n'ont pas la protection pour Jones et en plus un peu de jeu au sol. Oui, c'est vrai, mais là, c'est Lucas, en parlant, je suis plutôt d'accord. Je ne sais pas s'il n'y a pas aussi quand même un petit problème de coaching offensif du côté de New England avec depuis 2-3 ans un playbook qui est un peu moyen. Pareil, ils ont fait venir 2 tight ends. On devait avoir de nouveaux jeux un peu avec ça. On ne voit pas grand-chose émerger. Oui, la ligne marche pas aussi bien qu'à l'époque où elle était coachée par Dante Scarnecchia, c'est certain, mais je pense que c'est un peu plus profond en attaque en fait du côté de New England. Même la dernière saison de Brady, quand on se souvient, c'était pas, il y avait beaucoup de critiques autour du coaching offensif. Donc il y a McDaniels, il va peut-être falloir. Et comme le dit Lucas, les Patriots ne sont pas encore ne sont pas les Saints parce que de l'autre côté, Sean Payton, lui, par contre, arrive
à créer des choses pour Jameis Winston et Alvin Kamara. Parce que, voilà. Clairement. Giants 14, Falcons 17, victoire des Falcons dans un match entre deux équipes faibles quand même. La différence, c'est quoi? C'est d'avoir un kicker solide avec Matt Ryan. Bon, on n'a pas deux grandes équipes, hein. Moi je vais le dire. Mais non, mais t'as Matt Ryan, c'est le meilleur quarterback du match et plus ou moins ça fait la. Lucas? Moi, disons que, par exemple, moi, j'ai eu dimanche la chance de couvrir le Patriots Saints et le Falcons Giants. Autant vous dire que j'ai passé un grand dimanche parce qu'on vient de parler du premier match. Le deuxième, c'était vraiment pas incroyable. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que les Giants doivent avoir des regrets. C'est ce que j'avais écrit parce qu'ils font une belle première mi-temps et finissent finalement à 7-6 à la mi-temps, alors que Daniel Jones, c'est pas mauvais. Saquon Barkley est en train de revenir petit à petit. On parlait d'Elliott, mais Barkley est en train de revenir. Mais après, c'est compliqué. Il y a des turnovers, il y a des fumbles, il y a des choses que les Giants font qui leur coûtent le match à chaque fois, même si leur quarterback est un petit peu mieux. Et derrière, bah oui, il y a l'expérience de Matt Ryan, il y a le kicker, et ça finit avec des scores très faibles, mais une victoire d'Atlanta qui est au final logique, même si les Giants, comme je le disais, doivent avoir des regrets. Oui, ils sont à 1/3 dans la zone rouge, alors qu'Atlanta est à 2/2. Ça fait aussi la différence. Et c'est là où on voit l'expérience. C'est aussi pour ça que je citais les quarterbacks. Bon, après, il y a des blessés dans tous les sens pour les Giants. On en reparlera sûrement, mais ça ne semble pas sur le point de s'arranger pour ton ancienne équipe, Raphaël. Non, bah, je ne pense pas que ça s'arrange particulièrement. Ils ont l'air de se complaire dans une. Enfin, désolé, hein, mais depuis l'an dernier, quand même, de se complaire dans une sorte de médiocrité avec Jason Garrett en coordinateur offensif. Alors, ça paraît toujours facile de taper sur le coaching, hein, mais est-ce qu'on a l'impression que Jason Garrett, depuis 1 an et demi, fait progresser Daniel Jones ou le reste de l'attaque? Et pourtant, on leur a donné des armes cette intersaison avec Kenny Golladay qui arrivait et la draft d'un receveur. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a aucune progression offensive et je pense que les coachs sont un peu à remettre aussi en question à ce moment-là. N'oublie pas la théorie du complot, ils bossent peut-être encore pour Dallas. C'est un rival de division. Les tops et les flops. Lucas, ton top, pardon. Le top, on commence par le positif. Moi, ce sont les frères Manning. On n'en a pas forcément encore parlé, mais lors des Monday Night Football, je ne sais pas si vous avez l'occasion de les écouter, mais ils sont très drôles. Ils couvrent le match d'une manière un petit peu décalée. Il y a beaucoup de séquences qui sortent de ces matchs-là et on les relaie sur le site très souvent. Le Gronk, il y a eu LeBron James lundi soir. Il y a beaucoup de. Et ils parlent assez librement, ils sont assez drôles, je trouve, les deux. Il y a il y a une bonne alchimie entre les deux. Je regarde ces séquences avec plaisir chaque mardi et donc du coup c'était mon top de la semaine. C'est vrai qu'ils nous fournissent bien le site. Je vais pas me plaindre, ça fournit des articles. En même temps, à chaque fois, ce sont des séquences qui sont assez drôles et qui valent le coup d'être relayées. Ah bah ils ont un carnet d'adresses, hein. La liste des invités, elle est costaud, hein. Qui ils avaient eu dans la première aussi, même Russell Wilson, Ray Lewis. Ray Lewis. Non, il y a eu des. Il y a 2-3 beaux. Ouais. Mais je trouve qu'à chaque fois, c'est pas forcément aseptisé. Et on l'a vu lundi soir avec Eli Manning qui fait 2 doigts d'honneur. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être vraiment un discours très aseptisé qui en fait ne sert à rien. Et à chaque fois, il y a toujours une petite anecdote, il y a toujours quelque chose qui ressort et c'est toujours intéressant. Ouais, c'est des mecs qui ont vécu quelques trucs sur un terrain. Ils ont une petite expérience. Un peu. Raphaël, ton top? Bah, mon top, c'est Justin Tucker, donc le kicker des Ravens pour ce record historique. Et si le record du plus long field goal doit appartenir à quelqu'un, ça devait être à Justin Tucker, qui est le kicker le plus fiable depuis maintenant je ne sais plus combien d'années. Et qui est probablement, il n'a pas encore le palmarès, mais qui est probablement le meilleur kicker qui ait jamais eu. Je pense qu'il est pas loin d'être le meilleur kicker de l'histoire de la NFL. Enfin, il a un taux de réussite bien au-dessus d'Adam Vinatieri, tu vois. Enfin, donc voilà, je suis content que ce soit lui qui le décroche et en plus un kick avec la barre du milieu, enfin, qui est quand même assez légendaire, quoi. Et puis pour la gagne. Et puis, alors pour la gagne, et j'allais dire que c'était Matt Prater qui avait le précédent record. Je me demande si c'était pas à Denver où avec l'altitude, le ballon est censé voler un poil mieux.
C'est ça. Donc, en plus, parce que là, c'est en dôme, du coup. Oui, c'est ça, c'est à Détroit. Hein. D'ailleurs, Ouais, j'ai lu qu'il y a 8 ans, il avait battu Détroit avec Baltimore sur un field goal de 61 yards. Voilà. Donc, ils doivent être contents du côté de Détroit. Mon top 1 sera Ja'Marr Chase, je l'ai dit quand même, qui est impressionnant. C'est un sacré joueur à voir. Il y a des joueurs comme ça qui font plaisir, même visuellement. Quoi. Il est impressionnant et il s'est bien relevé des moqueries de pré-saison. Donc, un point pour Ja'Marr Chase de mon côté. Ton flop, Lucas? Moi, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je voulais parler un petit peu de l'arbitrage. J'ai été un petit peu déçu par pas mal d'actions ce week-end. Alors, tu as parlé du delay of game du côté de Baltimore. Alors, c'est sûr que ça aurait dû leur coûter le match. Et surtout, le chaos, en tout cas le plaquage sur Davante Adams en toute fin de match, qui a été extrêmement impressionnant. Je ne comprends pas pourquoi ça, c'est pas alors, je n'ai plus le terme exact, Une mais en tout brutalité, cas, ouais. voilà, une brutalité pour la défense. Ça a été très impressionnant. D'ailleurs, Adams qui revient dans la foulée, ça aussi, c'est quelque chose qui m'interroge un petit peu. Quand on voit de l'autre côté des roughing de passeurs complètement aberrants avec simplement des défenseurs qui poussent Russell Wilson, par exemple, avec l'élan, et qu'on ne voit pas des flags sur ce genre de choses, j'ai trouvé ça pas forcément compréhensible. Alors, je me permets de relancer parce que moi, j'avais justement l'erreur d'arbitrage là, avant le field goal. C'est juste que c'est incroyable et en fait, c'est en écoutant le podcast de Ross Tucker pour le coup que je m'en suis rendu compte. Mais la NFL, qui est quand même la ligue sportive la plus riche du monde, n'a pas un foutu buzzer pour les fins de possession ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas possible que les arbitres regardent pendant 2 secondes un chrono qui affiche 0 en se disant non, ça va, ça me semble bien. Enfin, c'est vrai, enfin, c'est ce que du coup disait Ross Tucker, ils ont qu'à mettre un buzzer, quoi, comme au basket, à la fin de l'horloge de possession, il y a un truc qui sonne, délai of game, merci, au revoir. Donc, c'est vrai que c'est quand même une drôle d'aberration de se dire qu'il y a toujours un truc qui est quand même dingue de voir comment le très moderne peut cohabiter avec le très rustique quoi, dans cette ligue. Et donc, ouais, pourquoi on a encore des arbitres qui doivent regarder 3 chronos quelque part dans le stade pour savoir s'il y a delay of game ou pas, alors que si tu vas dans n'importe quelle salle de basket en France, il y a un buzzer sur la fin de la possession. Quoi. Donc, ouais, ça me semblait assez pertinent. Raphaël, ton flop? Ouais, je l'ai déjà dit, donc je vais aller très vite, mais Matt Nagy, je crois que là, avec cette prestation, on a touché le. Alors, ça dépend comment on regarde ça, soit le fond, soit la grâce, divine, tellement c'était mauvais, mais je sais pas. C'est vrai. Je me permets du coup de faire un autre flop parce que tu en as parlé vaguement dans l'émission, Raphaël. Tu as dit cet escroc de Lael Collins. Donc, on rappelle quand même Lael Collins, le tackle des Cowboys, qui est suspendu. Alors, au début, c'était violation du règlement antidrogue. On ne savait pas trop pourquoi. Ensuite, on nous a dit qu'il avait manqué des tests. Alors là, il a dit oui, mais le premier, j'étais à l'enterrement de ma mère. Le deuxième, j'étais à l'enterrement de mon père. Le troisième, j'étais à l'enterrement de mon chien. Le troisième, j'étais mort. Voilà. Donc, il y avait cette excuse-là. Et en fait, maintenant, on apprend qu'il a été suspendu, non pas pour avoir manqué les contrôles, mais pour avoir essayé de soudoyer le contrôleur de la NFL. Et pour ça, il ne prend que 5 matchs quand même. Je trouve ça mais incroyable. Alors, on ne sait pas. Les détails devraient arriver dans les jours à venir, parce que maintenant, on ne sait pas à quel niveau il a essayé de le soudoyer. Est-ce qu'il lui a proposé un maillot, une signature, 20 000 balles? On n'en sait rien. Mais enfin, les sanctions en NFL pour les tests antidopage et tout ça sont quand même assez rigolote, quoi. C'est-à-dire que on sent que la ligue n'en a quand même assez rien à secouer. Je sais pas, je suis pas énormément d'autres sports, hein, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais j'ai pas l'impression que dans d'autres sports, pour genre ta 3e ou 4e infraction, tu sois toujours dans la ligue, par exemple. Non, Ouais, infraction de ce type-là en plus. Et soudoyer un mec, quoi. Il y a des sports où on loupe 3, si on loupe 3 tests, on est suspendu 1 an et demi. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'excuse d'enterrement de qui que ce soit, malheureusement. C'est ça. Et encore une fois, soudoyer un mec, normalement, c'est à vie, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que tu prennes 5 matchs. C'est-à-dire que le mec va louper 1 mois et 1 semaine. Voilà, c'est sa suspension. 1 mois et 1 semaine. Ouais. Bon, la NFL sait nous faire rire. Par contre, attention, vous n'avez pas le droit de faire tourner le ballon devant votre adversaire si vous avez marqué un touchdown. Ça, c'est une pénalité. Maintenant, c'est comme ça que se termine l'épisode 435 du podcast Touchdown Actu, une émission qui vous était présentée par notre nouveau partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, les vêtements, les sneakers, les accessoires des plus grandes marques, mais aussi les maillots NFL et les casquettes NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe et on les remercie de rejoindre les rangs de nos partenaires. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Tom Rogers, Damien, Olivier cette semaine et aussi Au Grenier. On m'a dit de remercier précisément Au Grenier
grenier, un groupe de personnes qui nous écoutent assidûment. Donc, on les salue bien bas. On salue évidemment tous ceux qui nous écoutent. On vous remercie d'être là. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, @Elvola pour Lucas et son burner @LucasVola en entier pour les insultes. Je l'ai entendu dire Exactement. sur le fauteuil. @Raphaël_TDA pour Raphaël et @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous remercie évidemment énormément de nous suivre. On va vous souhaiter une très bonne fin de journée, un très bon début de journée, un très bon run si vous courez, parce que je sais qu'il y a des coureurs qui nous écoutent. Félicitations. Attendez, je coupe le jingle. Il y a un de nos auditeurs qui a claqué un 2h43 minutes sur le marathon. Je crois qu'il s'appelle Jocelyn, si je ne dis pas de bêtises. Il m'a interpellé sur Twitter. J'ai coupé le générique parce qu'il fallait que je le félicite. Je ne sais pas comment il a fait. Il m'a dit qu'il avait fait son premier à 5h, donc je garde espoir. Hein. Mais 2h43 sur le marathon, c'est incroyable. Donc, félicitations à Jocelyn qui a fait 4e sur le marathon de Rouen. Énorme félicitations à lui. Et j'y pensais parce qu'il a dit qu'il nous écoutait pendant ses sorties longues. Donc voilà, merci beaucoup à lui de nous suivre. Félicitations à lui. Merci à tous. On se retrouve jeudi. On parlera donc Broncos Panthers notamment avec Victor Roulier. Très bonne semaine. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.